Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Jim, bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Stéphane, je vais commencer ce premier Bruxelles Métula de 2017 en vous souhaitant une joyeuse année à vous et à tous vos collaborateurs de la Métula News Agency. Stéphane, on a beaucoup de sujets à passer en revue aujourd'hui. On parlera de la situation de Benjamin Netanyahou qui a subi un nouvel interrogatoire de 5 heures hier. Nous verrons quelles pourraient être les conséquences de cet interrogatoire. On s'intéressera ensuite au vote de la Chambre des représentants aux États-Unis qui ont condamné à une écrasante majorité la résolution votée au mois de décembre au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais tout d'abord, Stéphane, nous allons commencer par l'affaire Azaria. Alors Stéphane, on en a beaucoup parlé en Israël ces derniers jours. Ça pose beaucoup de questions sur l'état de droit et la démocratie israélienne et la critique de la justice. Mais tout d'abord, Stéphane, on va s'intéresser aux derniers faits d'actualité. Stéphane, hier, on entendait les avocats du sergent Azaria, du soldat Azaria, pardon, qui voulaient faire appel. Est-ce qu'il suffit de demander un appel pour l'avoir ou c'est plus compliqué à ce niveau-là de la justice ? Ouais, c'est surtout la justice militaire, Jim. C'est pas la même chose dans la justice civile. En justice civile, c'est très facile de demander un appel. On n'a même plus besoin d'évoquer ou d'invoquer un fait nouveau. En justice militaire, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait un fait qui chamboule complètement ce qui était connu dans le dossier. C'est pas du tout dit, mais pas du tout. Les spécialistes de justice militaire que j'ai consultés m'ont dit qu'il y avait plus de chances que l'appel soit que la procédure d'appel, que l'entrée en procédure d'appel soit refusée, qu'elle soit acceptée. Donc on en est assez loin. Donc il y a une demande qui a été faite, sitôt le verdict de la semaine dernière tombé, par les avocats de Elor Azaria, mais on n'est pas du tout sûr que cet appel va aboutir. Alors ensuite, s'il n'aboutit pas, eh bien il y a une procédure d'amnistie, de pardon, qui est dans les mains du commandant, du général commandant du secteur centre d'abord, qui pourrait l'accorder à Azaria, ensuite du chef d'état-major Gadi Eisenkot, et puis ultimativement du président de l'État, Monsieur Rivlin, c'est important, il peut pas le faire de sa propre décision, il peut pas entrer lui-même en matière, mais il doit recevoir une proposition des autorités compétentes qui lui demandent d'analyser l'hypothèse d'une amnistie pour le soldat et qui lui donne un avis favorable ou défavorable. En tout cas, ce qui est sûr, Jim, c'est que la prise de position notamment du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de la ministre de la Culture et des Sports Miri Regev, qui avant même l'énoncé d'un verdict, on n'en est pas au verdict, hein, on a simplement ce qui a été fait dans la sentence, c'est la première partie du travail des juges, c'est-à-dire d'établir la culpabilité du soldat Elor Azaria. Mais le verdict est donné lorsqu'il est associé d'une peine de prison. Ça peut aussi être la grâce, donc une décision du tribunal, non pas de grâce, je me reprends, mais de dire que vu les circonstances atténuantes, eh bien Azaria ne mériterait pas une peine de prison, ou alors une peine de prison avec sursis. Donc il faudrait quand même attendre d'abord que le verdict soit donné pour que ces ministres, les plus importants ministres de l'État et leurs amis demandent ou exigent une grâce présidentielle. Je dirais d'abord que ça se fait pas du tout, que c'est totalement antidémocratique, que c'est un désaveu pour la justice. Alors si le Premier ministre désavoue sa propre justice, il y a guère de choses qui sont plus graves. Puis aussi dans un état de droit, on l'a déjà dit à cette antenne, on le répète, il existe la séparation des trois pouvoirs. Le pouvoir le plus élevé, c'est le pouvoir législatif, ce qui se passe au Parlement. Ensuite, le pouvoir judiciaire, celui qui administre la loi. Et ensuite seulement l'exécutif. Et l'exécutif n'a pas le droit de se mêler des deux autres pouvoirs, comme les juges n'ont pas le droit de se mêler de politique, etc. Donc, il n'y a pas de respect. Et il a été franchi quand le Premier ministre se mêle de justice et dit aux juges, en fait, quel est le verdict qu'ils doivent donner, et dit au président de l'État qu'il doit accorder sa grâce à quelqu'un qui est reconnu coupable d'un meurtre, eh ben c'est quand même, à mon avis, extrêmement grave, Jim.
Alors Stéphane, vous l'avez dit, la séparation des pouvoirs fait partie de la base d'une démocratie. Est-ce que l'illustration de cette affaire autour du soldat Azaria montre justement que la démocratie israélienne va mal aujourd'hui, ou bien c'est vraiment un fait historique et une histoire incomparable? Bah, c'est arrivé dans d'autres pays hein, assez souvent. Ces problèmes en temps de guerre, de mise à mort de blessés, de prisonniers. Donc c'est pas vraiment une nouveauté, c'est pas vraiment uniquement en Israël. La démocratie, elle va pas mal. Ce qui va mal, surtout, c'est les prises de position du gouvernement justement, qui s'est opposé à l'armée, qui s'est opposé. Le chef d'état-major de l'armée, Gad Eisenkot, a fait une mise au point qui est extrêmement importante pour répondre à votre question. Si vous permettez, je vais la lire, elle est très courte. Il a dit, un homme de 18 ans servant à l'armée n'est pas l'enfant de nous tous. L'enfant de nous tous, c'était la formule employée par Monsieur Netanyahou et par Madame Regev pour parler d'El-Or Azaria. C'est pas l'enfant de nous tous, c'est un combattant, un soldat qui doit dédier sa vie afin de réaliser les tâches qui lui sont assignées et si nécessaire jusqu'à la sacrifier. Nous ne pouvons entretenir de confusion à ce sujet. Alors, dès que Gadi Eisenkot a prononcé cette phrase qui est très importante parce que l'infantilisation, c'est terrible pour une armée. Si ce sont des enfants, il faut pas leur donner des fusils. Un enfant peut pas avoir des responsabilités quant à savoir s'il doit tirer ou pas tirer, à quel moment et sur qui. Alors, on entend bien ce que cherche Madame Regev et Binyamin Netanyahou. Ils cherchent à nous dire qu'El-Or Azaria, à son âge, est un enfant, qu'il n'avait pas la faculté de décider, qui s'est excité, et que c'est pour ça qu'il a tiré sur le terroriste au sol, inconscient, mais ça va pas parce que on fait pas la guerre avec des enfants, on fait la guerre à des gens comme les miliciens du Hezbollah qu'on entraîne à bouffer des cadavres de chats enragés. Et ici on est en train d'infantiliser notre armée. Non seulement on est en train d'infantiliser notre armée, mais ça va plus loin que cette affaire. On est arrivé à un stade où les mamans des soldats téléphonent à leur chef, ils ont tous le numéro de portable du chef, et puis pour lui dire que leur fils n'est pas habillé assez chaudement, qu'il faudrait peut-être lui rajouter un pull. Alors, on fait pas la guerre avec des enfants. Et si pendant la guerre d'indépendance, des combattants israéliens ou juifs à l'époque, parce qu'Israël n'était pas encore déclaré, eh bien, si des combattants à la Troune notamment qui avaient 16, 17 ans, si on les avait évoqués comme des enfants, eh bien, Israël serait pas aujourd'hui libre et indépendante. Il faut complètement cesser, et c'est cette remarque qui est extrêmement importante de Gad Eisenkot. Alors, on comprend qu'ils essayent de sauver en l'infantilisant El-Or Azaria, mais c'est une immense erreur de ce gouvernement. Et puis on est encore gêné par une autre chose, Jim. Il y a des mouvements extrémistes en Israël. Le plus connu d'entre eux s'appelle La Familia. La Familia, c'est une horde, je dis bien une horde de supporters du Beitar Jérusalem, du Beitar Yerushalayim, qui est interdit de stade pour racisme. Quand un joueur de couleur d'une autre équipe vient jouer à Jérusalem, eh bien ces gens de la Familia, pour le comparer à un singe, font des bruits simiesques du genre et ça a à tel point irrité l'appareil juridique et la police qui sont exclus des stades. Eh bien ce sont ces gens qui ont demandé l'élargissement d'El-Or Azaria avec des édénistes venus des implantations, et uniquement eux qui ont formé des manifestations. Et dans ces manifestations, tout juste après le rendu du verdict, ils ont appelé à mort Gad Eisenkot, à mort le chef d'état-major de Tsahal, ce qui signifie également à mort Tsahal. Il n'a rien fait dans cette affaire, Gadi Eisenkot. Oui, Stéphane, et d'ailleurs, oui, Gadi Eisenkot n'est pas le seul à avoir reçu des menaces. On le voit, cette situation
divise la société israélienne. On l'a vu, quand le gouvernement et l'exécutif ne donnent pas le bon exemple et critiquent la justice, la société fait la même chose. Des juges ont reçu des menaces. Stéphane, on a vu passer sur Internet de nombreux articles qui parlent notamment de liens entre une juge et des islamistes via sa sœur. Stéphane, tout d'abord, avant d'analyser les menaces qu'ont reçues les juges, est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer ces informations qui circulent sur la toile ? Je peux infirmer, la juge n'a strictement rien à voir avec cette femme qui a été le sujet d'une affaire il y a quelques années, qui a été critiquée et condamnée pour avoir aidé des terroristes ou des mouvements terroristes palestiniens. Elle a rien à voir, elle a aucun lien de sang avec la juge Maya Eller, qui était la juge principale à ce procès de Elor Azaria, mais avec deux autres juges. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que ces juges ont fait leur travail en leur âme et conscience. Imaginez qu'ils étaient biaisés, qu'ils avaient un avis préconçu à l'encontre, à la défaveur d'un soldat de Tsahal, c'est complètement ridicule, c'est complètement débile. Et imaginez, on parlait de la maturité peut-être de la société israélienne, mais quand, dans une manifestation, on appelle justement à la mort de ces juges, à la mort du chef d'état-major, et que le Premier ministre, à la place de fortifier l'armée, d'exprimer la seule chose qu'il peut faire, de dire que c'est inacceptable, de rappeler les principes de l'état de droit, de rappeler le fait que s'il n'y a pas de Tsahal, eh ben, il n'y a pas d'Israël. Mais à la place de faire cela, le message qu'il lance, c'est qu'il faut gracier Elor Azaria avant même un verdict. Alors après cela, on ne peut pas avoir d'étonnement que la société israélienne soit divisée s'ils reçoivent les encouragements du Premier ministre. Mais la société israélienne, pas uniquement, également les soldats de Tsahal. Et ça, c'est presque quasiment criminel. Et puis, le gouvernement est là pour protéger ses juges, non pas pour protéger la familia, non pas pour protéger les édénistes les plus extrémistes de Cisjordanie. Donc, on est vraiment là. Et il y a un malaise, mais le malaise, il vient pas du peuple, parce que la plus grande partie du peuple respecte sa justice. La plus grande partie du peuple, Jim, comprend très bien que les Bnei Israël, les Juifs, ont été privés de donner leur justice pendant 2000 ans. Ils ont toujours dû accepter la loi des autres. Et puis après 2000 ans, c'est nous qui décidons de nos lois et c'est nous qui avons installé, organisé un appareil judiciaire qu'on nous envie dans le monde entier pour les appliquer. Une des premières fois où cet appareil prend une décision qui est difficile, parce que c'est une décision qui est difficile de condamner un soldat, c'est évident, mais qui est nécessaire, eh bien, on a cette populace, ces gens qui ne comprennent rien à l'état de droit, à la démocratie. Ils pensent que ce sont des décorations dans la vie, alors que c'est l'unique garant de leur subsistance, l'unique garant de la survie d'Israël. Et bien, dans cette situation, le comportement du gouvernement est insupportable. Et puis, on a vu effectivement des articles. Et on a vu sur Internet, notamment sur Facebook, j'ai participé à une décision où l'un de ceux qui s'exprimaient a écrit, et c'est un Israélite, on l'aura la salope de juges juifs convertis à l'islamisme. On l'aura la salope de juges juifs convertis à l'islamisme. Alors, il y a eu beaucoup de ces messages. Au moins 3 ou 4 de gens qui ont écrit ce genre de menaces de mort à l'encontre des juges sont déjà en prison, en préventive, en attente d'un procès. Maintenant, pourquoi ça nous intéresse et pourquoi j'en parle ce matin? Parce qu'après après une pré-enquête de la police à laquelle la MENA a participé, eh bien, on a découvert que celui qui a écrit cette menace contre la juge Maya Eller était un Belge qui habite la Belgique. Alors, on ne sait pas s'il pourrait y avoir des suites, s'il y a une coopération judiciaire internationale. Ce qu'on peut vous dire, c'est que les gens qui s'expriment comme ça, ils auront certaines surprises lors de leurs prochaines vacances en Israël, parce que c'est inacceptable, c'est totalement inacceptable de menacer qui que ce soit de mort, et particulièrement les gens qui rendent la justice, Jim.
Oui, Stéphane, on précisera aussi pour certains auditeurs qui l'auraient manqué que les juges ont condamné Azaria aussi à l'unanimité. Donc remettre en cause un juge ne changerait pas vraiment le verdict. Alors Stéphane, il nous reste déjà plus de 4 minutes. On va passer à notre deuxième et donc dernier sujet du jour. Et on parle encore du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a subi hier un deuxième interrogatoire de plus de 5 heures. Alors Stéphane, les enquêteurs ont parlé de nouveaux soupçons de corruption qui n'ont donc rien à voir avec les fameux cadeaux que Benjamin Netanyahou a reçus de 2 hommes d'affaires. Stéphane, les enquêteurs n'ont pas donné plus de détails. Alors est-ce qu'on peut avoir une idée de l'autre affaire dont pourraient parler les enquêteurs? Ça pourrait être les sous-marins, mais vous m'avez dit en préparant cette émission que ça pourrait être également une autre affaire d'avion. Oui, nous enquêtons sur une affaire dans laquelle le gouvernement israélien a choisi le mauvais modèle d'avion pompier. Tous les autres États achètent des Canadair au minimum ou en avion russe qui s'appelle Beriev. C'est ceux qui sont efficaces pour combattre les feux. Vous vous rappelez, ça a l'air très loin, mais au mois de novembre, il y a eu un immense incendie, tout Israël était en flammes. Alors c'est un problème de feu, bien entendu. Puis comme on est en état en guerre, c'est directement un problème stratégique. Imaginez qu'on ait des ennemis qui mettent le feu à nos forêts, si on sait pas les éteindre, ça devient très délicat. Et Israël n'a que des tout petits avions, c'est ce qu'on appelle ça des air tractors, c'est des sortes de pipers qui peuvent emporter des quantités très limitées d'eau. Et puis on a vérifié les choses, on a, je crois, 12 ou 14 de ces avions. Ils sont pas très chers, ils coûtent environ 1,5 million, 2 millions de dollars. Et puis on est sur une affaire où on a vu que à la place d'acheter ces avions qui sont les mauvais, qui sont pas ceux qu'on aurait dû acheter déjà. Donc il y a un questionnement qui se pose au niveau de la prise de décision. Pourquoi on a acheté ces avions et pourquoi on n'a pas acheté ceux qu'il fallait et pourquoi on a dépensé beaucoup de sous. Alors on en a acheté d'abord 9 et ensuite 6, si je vous dis ça de mémoire. Mais à la place de les acheter chez le fabricant américain, comme on achète tous nos avions par exemple, dans l'armée de l'air, le gouvernement a transféré 100 millions de dollars à une société israélienne, Elbit Systems, pour acquérir ces avions, pour acquérir 6 avions. Alors si on transfère, c'est un petit calcul, 100 millions de dollars pour acheter 6 avions qui coûtent 1,5 million de dollars, on est en train d'enquêter où est passé le reste de l'argent, surtout si ces avions ne servent à rien, surtout si pendant les feux, par exemple à Haïfa, les pilotes étrangers de Canadair étrangers qui opéraient sur le secteur ont demandé aux pilotes israéliens sur ces pipers de s'éloigner du feu parce qu'il les dérangeait plutôt qu'autre chose, et en menaçant que s'ils s'éloignaient pas, ils arrêtaient leur travail. Donc pour acheter ces avions en dépensant 100 millions de dollars pour des avions qui auraient coûté 10 millions de dollars, il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent dans l'ensemble de la manière de faire les commandes avec ce gouvernement. Il y a effectivement la question des sous-marins qui n'est pas solutionnée. Et puis une autre chose, 5 heures d'enquête au domicile du Premier ministre. On ne s'est pas regardé dans le blanc des yeux. Et puis ceux qui pensent autrement doivent savoir que comme les juges, la police n'a strictement rien contre Binyamin Netanyahou. La police fait son travail. Si elle avait rien à demander au Premier ministre, elle l'aurait pas interrogé pendant 8 heures. Ça devient vraiment déjà très sérieux, 8 heures. Et d'après ce qu'on a entendu ce matin, on n'a pas encore abordé le deuxième dossier. On n'en sait pas grand-chose. Il y a des rumeurs qui courent, mais ni à Radio Judaïka ni à la MENA, on ne fait écho de rumeurs. Donc on attendra encore un petit peu et c'est pas grave. Une autre chose, c'est que le procureur de la République, Avishai Mandelblit, est un proche de Binyamin Netanyahou et c'est lui qui a décidé de diligenter cette affaire et de demander à la police qu'elle effectue cette enquête. Donc on en est à 8 heures. Il semble que ce soit vraiment sérieux, voire très sérieux. Et ce que la police dit, c'est que la deuxième affaire dont elle ne parle pas et dont on n'a pas la possibilité nous-mêmes de parler, serait plus grave que la première et que les 5 heures d'hier ont été presque uniquement consacrées à la première affaire, ce qui nous dit un petit peu, ce qui nous donne des informations sur ce qui va se passer à l'avenir et à la poursuite de ces enquêtes, Jim.
Stéphane, il est déjà 8 heures passées de presque 21 minutes. On va encore se donner une ou deux petites minutes parce que j'ai une dernière question pour vous. On va passer en politique Moi, tant que vous fiction. me posez des questions, Jim, vous savez, j'ai l'habitude d'y répondre. Oui, je sais bien. Alors Stéphane, on va parler un peu de politique fiction. On va essayer d'imaginer que ça se passe mal pour Benyamin Netanyahou et les affaires qui le concernent. Imaginons qu'ils viennent à démissionner. Stéphane, dans la classe politique israélienne aujourd'hui, est-ce qu'on a quelqu'un d'actif pour le remplacer? Alors d'abord, il y a deux possibilités. C'est soit qu'il démissionne s'il voit que les choses sont pourries pour lui dans ses enquêtes, soit alors, ça c'est l'élégance qu'on connaît pas tellement à Monsieur Netanyahou, c'est dire, puisque je suis mis en cause, eh bien, je vais me retirer pour un certain temps, ou je vais en tout cas abandonner mes privilèges qui font que je suis protégé de toute sanction judiciaire. Et puis l'autre, c'est qu'il refuse de le faire, que ce soit la Knesset qui prenne ces décisions. On voit pas vraiment. On peut critiquer Monsieur Netanyahou, je viens de le faire. Je suis vraiment écœuré. Et je suis pas politique, je suis pas dans la position de Monsieur Netanyahou, mais je suis écœuré par le comportement qu'il a eu cette semaine. Mais il faut bien reconnaître une chose, c'est qu'on n'a pas d'homme politique actif de sa stature aujourd'hui en Israël. Et quand il y a des questions d'ordre régional à traiter, notamment face à l'Iran, notamment les problèmes avec les États-Unis, etc., eh bien, il vaut mieux avoir quelqu'un qui ait de l'expérience. Alors, on n'a peut-être pas d'hommes politiques actifs, mais en revanche, il existe des hommes de valeur en Israël avec une compétence, avec une expérience politique. Je parle de l'ancien ministre de la Défense, Elon, par exemple, mais également de Dan Meridor, qui s'est exprimé à peu près comme je viens de le faire à l'antenne, qui est un homme de droite, droite libérale, bien entendu, qui s'est exprimé sur le cas Elor Azaria et les suites pratiquement de la même manière que je l'ai fait ce matin. On pense aussi évidemment à Victor Lieberman, qui a toujours eu envie de devenir Premier ministre, et à gauche à des gens comme Ehud Barak, qui lui a la stature, il a déjà été Premier ministre, et il a la stature et il a une compréhension stratégique extraordinaire. Le problème, c'est qu'il a du mal à s'entendre avec d'autres gens et à travailler en équipe. Et puis des gens qui ont quitté le parti travailliste, comme par exemple Uzi Baram depuis un certain temps, mais qui ont toutes les qualités requises. Donc on pourrait avoir soit de nouveau en nouveau Premier ministre, soit en ancien. En ancien, ça veut pas dire qu'ils sont plus âgés que Benyamin Netanyahou, mais des gens qui ont quitté la politique et qui ont tout à fait la stature pour reprendre ses fonctions. Mais maintenant, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs et il faut pas faire ce qu'on reproche aux autres. Nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des policiers, nous ne sommes même pas au courant du contenu du deuxième dossier. Donc on va simplement patienter, on va laisser la justice et avant elle la police faire leur travail. Et puis on verra ces éventualités le moment venu. Mais je dirais qu'après 8 heures d'enquête serrée, et c'est loin d'être fini, eh bien on a le droit, c'est tout à fait légitime, d'avoir des doutes quant à la continuation du gouvernement Netanyahou et de sa coalition, Jim. Bon, on va patienter, Stéphane, en attendant de nouvelles informations. Et nos auditeurs, eux, vont devoir patienter jusque vendredi prochain pour vous réentendre. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous. C'est toujours le même plaisir et je vous souhaite à tous, à Bruxelles et en Belgique, le meilleur des week-ends possibles.